Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le deuxième matin de la semaine et nous sommes encore ensemble. Vous le savez bien sûr, nous allons passer 5 semaines, 5 jours sur 7 dans la semaine. C'est ce qui porte justement le nom, 5 sur 7 matin. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant même, vous êtes les bienvenus. Nous sommes mardi et nous allons passer d'excellents moments de télévision à parler environnement, mais à parler également de santé. Et puis, c'est avec la même belle équipe, hein. Je n'ai pas oublié votre nom, c'est Damien Ricardo Lekekou. Bonjour. Bonjour, c'est René Serge Ayakas, cela m'étonnerait d'ailleurs. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Un plaisir de vous retrouver en ce matin donc du mardi. Nous sommes le 13 novembre 2018 et pour nous, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux au rendez-vous donc de cette émission, cette matinale que nous avons toujours le plaisir de vous présenter. Par ici, mardi, vous le savez, nous parlons environnement et santé et depuis quelques jours déjà, le procureur de la République a pris une décision, oui, décision visant donc à sanctionner toutes les personnes qui jetteraient donc des ordures un peu partout dans la ville de Cotonou. Et évidemment, alors quelles sont les répercussions de cette décision? Pourquoi cette décision? Est-ce que nous disposons réellement je dirais, des infrastructures pour accueillir ces ordures ménagères? C'est un casse-tête, tout simplement. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans le forum de discussion. Et puis, à propos, nous avons cette question pour vous. Pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans nos communes est-elle si difficile? Pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans nos communes est-elle si difficile? Laissez-nous vos messages, réagissez, rejoignez-nous simplement sur Facebook, sur Twitter ou si vous préférez WhatsApp, utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88 et vous le savez, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de partager quelques-uns des commentaires que vous auriez laissés et postés sur nos différents canaux. Allez, en attendant, demain, ça va être le 14, une journée spéciale pour les diabétologues et endocrinologues. Nous allons parler aujourd'hui du diabète et de la famille. Quels sont les types de diabète? Quelles en sont les causes? La prise en charge, qu'en est-il? Et comment prévenir le diabète? C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui avec l'invité de Angela Peija. Absolument. Et cette journée d'ailleurs qui a été lancée depuis 1991 en réponse à l'escalade de l'incidence du diabète dans le monde. Nous aurons donc le temps d'en parler dans un instant. Nous parlerons également, si tout va bien, de cette finale qui aura lieu ce jour, RFI Challenge APP. C'est bien la 3e édition et nous recevrons Serge Claire-Edon. Bien sûr, nous recevons Claire Edon qui est chef des programmes de RFI. Avec elle, nous allons évoquer cela. Bien sûr, il s'agit de RFI Challenge App Afrique pour favoriser l'intégration des nouvelles technologies dans le développement durable en Afrique francophone. Allez, c'est 5 sur 7 matin, c'est parti tout de suite avec le bulletin météo.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait justement dans le département de l'Ouémé découvrir cette belle cité historique de Porto Novo, la capitale d'ailleurs de notre cher pays, le Bénin. 5 sur 7 matin se poursuit avec le flash d'information, une présentation de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. 5 sur 7, le flash. Nous démarrons ce matin avec la vague d'adhésion au grand bloc politique qui n'en finit pas de se déferler sur l'écosystème politique béninois. Le week-end écoulé, c'était au tour des 35 partis et mouvements politiques de l'UND, Union nationale démocrate, de rejoindre le bloc républicain. À l'issue des débats, les congressistes se sont félicités du succès des travaux dont les grandes décisions ci-après. 1. L'Union nationale démocrate réaffirme son appartenance à la mouvance présidentielle. 2. L'Union nationale démocrate réaffirme son soutien au gouvernement et aux réformes engagées par le président Patrice Talon pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. 3. L'Union nationale démocrate confirme son adhésion pleine et entière au bloc républicain. Économie et finances dans ce flash à présent, acquérir de nouvelles techniques et mettre à jour les connaissances sur les normes professionnelles, comptables et financières. C'est l'objectif des 3e journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financier d'ECOFI qui se tiennent à Cotonou depuis hier, lundi 12 novembre 2018. Les différents thèmes qui meubleront ces journées de formation, à savoir la rédaction du rapport de stage, de la notice et du mémoire de fin de formation, l'audit et la gestion financière des systèmes financiers décentralisés, les nouveaux métiers de l'expertise comptable et l'évaluation de la gouvernance d'entreprise ont été retenus pour contribuer à renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier exigeant. Formation professionnelle encore pour évoquer l'examen national de master dont la première édition a démarré à Cotonou hier lundi. Au collège d'enseignement général Les Pylones, 6 filières occupent la première vague de candidats partis à l'assaut de ce diplôme d'enseignement supérieur. Nous plaçons cet examen sous le sceau toujours de l'excellence. Excellence que nous voulons dans tous les secteurs de la vie socio-économique, notamment au niveau de l'éducation, parce que sans éducation de qualité, point de développement. Et nous attachons beaucoup de prix à la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur, parce que sur la chaîne des formateurs, l'enseignement supérieur est en première position. Si nous formons mal, ils vont bien mal former au secondaire, ils vont mal former au primaire. Donc nous avons un rôle très important pour le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré l'examen en licence et en master. En master, nous sommes à la première édition et nous confirmons que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement pour donner plus de qualité à l'enseignement et pour donner la meilleure place à nos enfants au niveau sous-régional, régional et dans le monde entier. Ils colonisent les principales artères de la ville, ils envahissent les espaces publics, ils sont partout et bien souvent là où ils ne doivent pas être. Cotonou croule sous les déchets malgré la mise en garde du procureur général de la République près le tribunal de première instance de la ville-département. L'ORTB a promené sa caméra là où les ordures ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous venez de faire tout à l'heure? J'ai versé les ordures. Pourquoi tu es venu verser les ordures ici? Bon, parce que le poubelle est plein. C'est à cause de ça que j'ai versé et les gens venus tous les lundis, les mairies venus vont ramasser ça. À la
pourriture des rues de Cotonou jonchées d'ordures, opposons les belles palmes académiques pour clore ce flash. Changer le monde par la science, c'est le thème de la 14e réunion des académies africaines des sciences, arts et lettres qu'abrite le Bénin depuis hier, lundi. C'est également l'occasion de discuter de comment les académies africaines de sciences peuvent poursuivre l'élan acquis au cours de leur rencontre pour devenir des sources fiables et pertinentes de réflexion et de conseils indépendants sur les politiques nationales de développement fondées sur la science, la technologie et les savoirs et savoir-faire endogènes. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis et à demain. À demain, Nicanor Kovi. Serge. Ben ouais, à demain. Prenez soin de vous. À suivre tout à l'heure la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce mardi 13 novembre 2018. On vous donnera lecture de la question du jour. Et puis, nous allons retrouver le tout premier invité de la journée avec qui, on vous l'a dit à l'entame, on va parler de diabète ainsi que de la famille. On marque une courte pause, on vous retrouve dans une poignée de secondes. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. La suite de 5 sur 7 matin, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes mardi de la santé et de l'environnement par ici. Et puis, cette question qui vous est adressée, pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes est difficile? Dites-nous pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes est difficile. C'est une question toute simple, question à laquelle vous pouvez donc répondre sur Facebook, Twitter ou encore sur notre numéro WhatsApp. C'est bien le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous simplement pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes est difficile. Nous allons pouvoir lire à présent les journaux, les quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Mardi, la moisson est souvent assez maigre. Nous allons pouvoir découvrir, si tout va bien de l'autre côté, avec le quotidien du service public, ce que nous offre ce journal à lire aujourd'hui. Budget général de l'État, gestion 2019, Romuald Wadaï décrypte le projet. Oui, la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a poursuivi donc ce lundi l'étude du projet de loi de finances gestion 2019 avec le ministre des Finances, Romuald Wadaï, qui a d'ailleurs présenté les grandes lignes donc, de ce document.
budgétaire. Et puis, à lire toujours à la une du journal La Nation, célébration des 100 meilleures entreprises de l'UEMOA, les dynamiques du gouvernement Talon reconnues, écrit le journal du service public. Et puis, bicentenaire de l'intronisation de Guézo, l'œuvre du roi à Cotonou, racontée. Nous allons voir un autre journal. Le matinal qui revient également sur le niveau des recettes au titre du budget 2018 et dit que les prévisions comblent les attentes. 14e réunion des académies africaines, l'ANSALB accompagne le système éducatif béninois et à propos de performance et d'innovation dans l'espace UEMOA, le matinal et 14 entreprises distinguées par Ecofinance. Un autre quotidien ce matin, Matin Libre qui placarde donc à sa une cette actualité dans le monde des entreprises, secteur de l'éducation au Bénin et dans l'UEMOA, les cours Sonou, la palme de l'entreprise la plus innovante, avec en photo, en image, la photo donc du président directeur général des cours Sonou, Fabrice Sonou, et puis du ministre de l'énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui transmettait donc au cours Sonou la palme d'or, la palme de reconnaissance. Et puis, un autre titre à la une du même journal, réunir ses soutiens en 2 blocs au plus, la vision de Talon, un échec selon le journal. Et puis, Malanville, grave incident à Bodjekali. Incendie, vous voulez dire? Grave incendie, voilà, grave incendie de l'autre côté à Malanville, écrit le journal Matin Libre. L'économiste qui revient aussi sur le projet de loi de finances 2019 et informe que Wadaï expose les innovations du budget. Activité bancaire au Moyen-Orient et Afrique du Nord, Atia Riwafa Bank, meilleure banque de la TPME selon le journal. Ouais, voilà, c'est fini. C'est tout pour la revue des titres des quelques quotidiens qui nous sont parvenus ce mardi 13 novembre 2018. On vous le rappelle, aujourd'hui, nous faisons focus sur la gestion des ordures ménagères. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans le flash d'information. Cotonou croule véritablement sous les ordures. Dites-nous pourquoi, selon vous, la gestion des ordures ménagères dans les communes, elle est si difficile. Rejoignez-nous sur nos différents canaux. Ils sont d'ores et déjà ouverts. C'est Facebook, c'est Twitter. C'est aussi WhatsApp 61 19 88 88 61 19 88 88. À propos d'ordures ménagères et puis d'élus locaux, voici ce que nous dit aujourd'hui les sages. Et aujourd'hui, nous empruntons donc les paroles de Nicolas Garnier. Nicolas Garnier nous dit ceci: pour un élu, la difficulté est de se faire une idée objective et indépendante de la politique des déchets à mettre en place. Il dit simplement que pour un élu, la difficulté est de se faire une idée objective et indépendante de la politique des déchets à mettre en place. C'est très explicite, hein? Bien sûr. De toutes les façons, il y a que le sujet sur la gestion des ordures, c'est extrêmement complexe, point de vue technique, juridique, sanitaire, environnemental. C'est tellement beaucoup de choses pour l'élu local. Mais il faut parvenir à trouver une solution, et une solution beaucoup plus durable que toutes celles que l'on essaye actuellement et qui visiblement n'ont pas encore fonctionné. Allez, loin des ordures d'abord, nous allons parler maintenant santé. On va parler de diabète surtout, c'est ce à quoi nous invite aujourd'hui Angela Peja et son invité. Nous les installons tous les deux très rapidement, c'est bien sûr En Santé. Oui, demain 14 novembre, ce sera donc la journée mondiale du diabète et à cet effet, Angela Peja se propose ce jour de nous parler du diabète, ce mal-là dont il faut forcément guérir, espérons. Angela, bonjour. Est-ce qu'on guérit du diabète? On le dira tout à l'heure avec le voilà. professeur.
Bonjour Ricardo. Bonjour Angela, ça fait plaisir de vous voir. Hein? Oui, Vous êtes par la toute grâce belle. de Dieu, nous sommes là, nous sommes revenus et j'espère pour longtemps encore. Non, c'est sûr. Inch'Allah. Serge? Bien sûr, vous serez là pour longtemps, très longtemps. Merci beaucoup pour Merci, votre Angela. soutien. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je reviens donc vers vous ce matin. Comme Ricardo le disait tout à l'heure, demain, ce sera la journée mondiale, la journée qui est dédiée au plan international au diabète, à la lutte contre le diabète. Et donc, pour rester pratique, nous avons décidé de vous parler du diabète et de la famille avec le professeur François Djoulou. Il est endocrinologue, il est chef service endocrinologie et maladies métaboliques au CNHU de Cotonou. Bonjour mesdames, messieurs et bonjour professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame la journaliste. Alors, je suis avec donc mes collègues qui vont peut-être vous poser des questions tout à l'heure. C'est pas peut-être qu'ils vous poseront certainement des questions. Donc, bonjour professeur, bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Alors, une petite curiosité avant de poursuivre. Tout à l'heure, en vous présentant, j'ai parlé d'endocrinologie. Vous êtes chef service endocrinologie et maladies métaboliques au CNHU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par endocrinologie et est-ce qu'il y a une différence entre le diabétologue et l'endocrinologue? Puisque tout à l'heure, Serge aussi parlait de diabétologue. Merci madame la journaliste. L'endocrinologie, c'est le volet de la médecine qui s'occupe des maladies des glandes endocrines. Et les glandes endocrines, il y en a plusieurs. Le diabète concerne la partie endocrine du pancréas dont l'activité régule le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est une partie de l'endocrinologie. En dehors de cela, je vais vous donner juste deux exemples. Vous voyez des femmes et rarement des hommes, mais qui portent de grosses boules ici. Là. Ça, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande endocrine dont les perturbations du fonctionnement peuvent entraîner des manifestations qui permettent d'en faire le diagnostic. De l'autre côté, la femme, l'activité reproductrice de la femme, c'est de l'endocrinologie. Les ovaires et les testicules sont des glandes endocrines. Voilà. Étant entendu en fait que les glandes sécrètent des hormones, c'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, la diabétologie, on peut être diabétologue sans être endocrinologue. Mais un endocrinologue, il a forcément la diabétologie dans sa formation. Et vous, vous êtes endocrinologue. Alors, on va commencer par rapport au diabète à s'inspirer donc de ces nouvelles dans le monde et au Bénin précisément. Je voudrais parler des statistiques. Comment est-ce que le diabète a évolué ces dernières années dans le monde et puis au Bénin? Alors, c'est justement cette évolution de la maladie diabétique qui est alarmante et qui a fait que des processus successifs ont conduit à l'instauration de la journée mondiale du diabète. L'accroissement de l'incidence du diabète, je disais, est inquiétant parce qu'au niveau mondial, les derniers points, en 2017 par exemple, on a commencé c'est depuis 1998 que l'Organisation mondiale de la santé a lancé la sonnette d'alarme. Mais le dernier point, 2017, dans le monde entier, il y avait à peu près 425 millions de diabétiques. Et les projections pour 2045 disent que si l'on ne fait rien, en 2045, ce nombre va monter à 629 millions. C'est énorme. Donc, un accroissement d'à peu près 48%. Mais la situation est encore plus grave pour les pays en développement. Parce que ce point dont je viens de parler, pour l'Afrique, en 2017, le nombre total de diabétiques en Afrique était de l'ordre de 16 millions. Et de 2017 à 2046, si rien n'est fait, les projections prévoient un nombre de 36 millions. De 16, on
passe à 36. 36. Donc un accroissement d'à peu près 156%. Donc vous voyez que le taux d'accroissement de 48% au plan mondial est de 156% pour les pays en développement. Et je reviens juste au Bénin pour donner un exemple pour les statistiques que nous avons eues. En 2001, il y a eu une enquête nationale du Bénin qui a montré que le taux de diabète au niveau de la population béninoise était de 1,1%. En 2001. En 2001. En 2008, une nouvelle enquête réalisée dans les mêmes conditions a montré que le taux était déjà passé à 2,6%. Vous voyez donc un accroissement de plus de 100%. Donc c'est pour montrer que on s'inquiète au niveau mondial, mais aucun pays n'est épargné. Et nos pays à moyens limités sont encore plus concernés. D'accord. Mais pourquoi nous sommes aussi vulnérables dans les pays en développement? Ça, c'est une question qui me vient tout de suite. Oui, voilà. Bon, disons que il y a l'évolution qui a fait que aujourd'hui, dans les pays en développement, nous ne nous comportons plus comme nos parents se sont comportés. À deux points de vue. Comment? Sur le plan alimentaire, nos parents consommaient très peu de produits industrialisés. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons sont des produits industrialisés. Et qui dit produits industrialisés, dit produits avec substances chimiques ajoutées. Deuxième élément, toujours sur le plan alimentaire, nous consommons trop sucré et trop gras. Maintenant, l'autre volet, qui n'est pas de l'alimentation et qui est toujours comportemental, c'est l'activité physique. Nous faisons de moins en moins d'activité physique. Et moi, j'ai l'habitude de rappeler aux gens, quand moi je venais en vacances, quand j'étais élève à Cotonou, moi je parcourais à pied tout Cotonou, quand on veut aller se promener. Aujourd'hui, nos enfants, ils sortent dans la rue, ils montent sur les émigrants. Donc il y a de moins en moins de dépenses physiques qui font que quand on ne dépense pas, on accumule. C'est ça qu'on appelle tout ce que vous venez d'expliquer, transition nutritionnelle, pour dire que les gens changent de mode d'habitude avec le changement de leur mode de vie. Et donc cette transition nutritionnelle et comportementale entraîne forcément une transition épidémiologique sur le plan des maladies. D'accord. Alors, on va revenir maintenant au diabète. Proprement dit, pour nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le diabète en réalité. Qu'en dira-t-on de quelqu'un qui souffre du diabète? Je ne vais pas choisir Ricardo ni Serge. Okay. On dira de quelqu'un qu'il a le diabète, je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la mesure du taux de sucre dans le sang. Et il faut dire que le taux normal ne doit pas dépasser 1 gramme par litre. Le taux normal tourne autour de 1 gramme par litre. Dès que ça dépasse 1 gramme par litre, c'est déjà mauvais. Mais on dira que quelqu'un est diabétique si ce taux atteint ou dépasse 1,26 grammes par litre. D'accord. Alors, le thème qui a été retenu pour commémorer la journée mondiale du diabète est le diabète et la famille. J'aimerais déjà savoir ce que nous devrions retenir par rapport à ce thème-là. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la famille et le diabète? Alors, le thème de cette année, effectivement, c'est le diabète et la famille. Et c'est pour dire et pour sensibiliser que lorsqu'il y a un diabétique dans une famille, ça concerne toute la famille. C'est ça. Toute la famille, et je vais donner un exemple pour être court. Vous prenez un enfant dans une famille, parce que le diabète, c'est tous les âges. C'est pas le même type, mais c'est tous les âges. Vous prenez un enfant dans une famille, s'il devient diabétique, il y a des comportements particuliers à avoir du point de vue alimentaire. Et dans la famille, on ne va pas l'isoler pour dire, si on fait cela entame la psychologie du patient, de l'enfant. De l'enfant. Et donc, toute la famille doit se sentir concernée. Et donc, l'aider à suivre son régime et
à prendre correctement son traitement. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de parler du type. Et je sais que Serge aussi était intéressé à connaître vraiment les différents types de diabète. Puisque tout à l'heure, on parlait de la définition. On va en profiter pour rapidement parler des différents types de diabète. Alors effectivement, il y a plusieurs types de diabète. Et sur le plan de la science pure, on distingue le type 1, le type 2, et puis deux autres types dont je vais parler tout à l'heure. Le type 1, vous savez, la régulation du sucre dans le sang, on a parlé tout à l'heure de maladie hormonale. L'hormone qui permet de baisser le sucre dans le sang, c'est l'insuline. Et cette insuline est produite par le pancréas. Il se fait que chez certaines personnes, toutes les cellules pancréatiques qui produisent l'insuline sont détruites. Donc il n'y a plus de production d'insuline. Et là, la glycémie monte, la personne devient diabétique. C'est ce diabète-là qu'on appelle type 1, tout simplement parce que celui-là, pour vivre, on doit obligatoirement lui apporter de l'insuline. Alors que dans le type 2, il y a de l'insuline, mais son fonctionnement n'est pas normal. Si bien que, c'est-à-dire que l'organisme du sujet ne répond plus correctement à l'action de l'insuline, et donc le taux de sucre peut monter. Donc pour imager, le premier, le type 1, c'est souvent chez les sujets jeunes. Chez les enfants, c'est ce type qu'on a. Donc ça ne se traite que par injection de l'insuline toute la vie. Tandis que le type 2, c'est chez les sujets. C'est ça surtout qui dépend du comportement alimentaire et du manque d'activité physique. Donc rien qu'en observant, le traitement de ce type de diabète commence par un changement de comportement et puis les médicaments. Et les deux autres rapidement? Alors les deux autres rapidement, il y a le diabète gestationnel. Oui. Le diabète qui n'apparaît qu'au cours de la grossesse. Voilà, c'est le diabète gestationnel. Et puis maintenant, il y a d'autres maladies qui peuvent atteindre les glandes qui régulent le sucre. Par exemple, une maladie qui atteint la glande, qui fait monter le sucre, ça va entraîner le diabète. Si la glande fonctionne de façon excessive, et ça arrive, ça peut donner le diabète. Les gens qui prennent beaucoup d'alcool, ils peuvent détruire leur pancréas par la consommation excessive d'alcool. Donc ce sont les pancréatites, et dans les pancréatites, cela peut entamer les cellules productrices d'insuline et entraîner le diabète. Alors, ça, on appelle le diabète secondaire, c'est-à-dire qu'on connaît la maladie qui est à la base de ce diabète-là. Alors que le type 1, le type 2 dont je vous parle, on a des facteurs étiologiques, mais on ne connaît pas exactement la cause. D'accord. Alors dans la famille, est-ce qu'on va dire que le diabète se transmet, c'est-à-dire que si papa est diabétique ou si maman est diabétique, est-ce que ça suffit pour que d'office l'enfant soit diabétique? Est-ce que c'est héréditaire? D'emblée, je dis papa est diabétique, maman est diabétique, ça ne veut pas dire que automatiquement l'enfant sera diabétique. Mais il y a une part de transmission là-dedans, parce que l'apparition du diabète a un fondement génétique. Si vous avez un père diabétique, une mère diabétique, vous avez plus de risques de devenir diabétique que quelqu'un dont les parents ne sont pas du tout diabétiques. Okay. Maintenant, vous êtes deux enfants. Vous avez le même patrimoine génétique, parce que vous avez le même père, vous avez la même mère. Mais en fonction de votre comportement dans la vie, l'un va devenir diabétique, l'autre ne le deviendra pas. Donc voilà le type d'hérédité qu'il peut y avoir dans le diabète. Ce n'est pas du tout automatique. Vous pouvez avoir des parents diabétiques et ne jamais devenir diabétique si vous observez. Alors, les autres facteurs qui vont favoriser l'apparition du diabète, vous les avez déjà cités, c'est la consommation excessive du sucre, c'est ça? Ou bien... Bon, la consommation excessive du sucre, oui, ça c'est l'alimentation. Oui. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que sur le plan de l'alimentation, même si vous mangez des repas qui sont équilibrés et qu'en quantité, vous exagérez,
vous allez faire le diabète parce que vous allez constituer des réserves qui vont faire grossir. Et quand on grossit, ça entraîne le mécanisme dont je viens de parler. C'est-à-dire que les cellules ne sont plus bien sensibles à l'activité de l'insuline et ça peut conduire au diabète. Parce qu'en fait, le sucre dont on parle, ce n'est pas seulement le sucre de table, mais le sucre est partout dans nos aliments. Oui. Et donc, quand il est en excès, voilà. Donc voilà, il y a le facteur héréditaire et puis il y a le comportement. Il y a le comportement. Donc, et le comportement, je l'ai situé, c'est deux niveaux. C'est l'alimentation, et ça je viens de vous le dire, et puis l'activité physique. Le manque d'activité physique. Alors, dans la famille, à quoi il faut être, disons, attentif pour savoir que, bon, là, il y a un signal par rapport au diabète. Lorsque j'ai un enfant, moi je suis diabétique, bon, et j'ai un enfant, quels sont les signes, à quoi est-ce que je dois être attentif pour déceler que mon enfant pourrait souffrir du diabète? Alors pour les enfants, évidemment, il y a des signes d'alarme. Un des signes, c'est l'enfant qui habituellement est déjà propre à la maison et qui brutalement commence à faire pipi au lit. Parce que un des signes du diabète, c'est qu'on urine tout le temps. Donc pour l'enfant, c'est vite fait. L'autre élément, c'est par exemple un enfant qui travaille très bien à l'école, et puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est, il commence à être nonchalant, et puis ses résultats scolaires commencent à chuter, il faut s'inquiéter. Ça, c'est quand il y a des signes. Et chez les enfants, ça, c'est plus facile. Mais chez l'adulte, on n'a pas toujours de signes. Je vous ai donné le taux de sucre. À ce taux-là, on n'a pas de signe. C'est pourquoi, pour, disons, dépister le diabète, à partir de l'âge de 40 ans, il faut systématiquement se faire dépister au moins une fois là. Systématiquement. Oui, systématiquement. Parce que attendre d'avoir les signes, c'est souvent trop tard. Parce que le diabète est là certainement depuis plusieurs années. Et c'est seulement quand le sucre monte de façon exagérée que les signes apparaissent. Or, même à taux non perceptible par des signes, le diabète entraîne des dégâts. C'est ça. Alors, enfin, lorsque on découvre finalement qu'une personne a le diabète, comment est-ce que la prise en charge va se faire? Et puis, est-ce que on peut guérir du diabète? Alors, avant d'aller là, je vais revenir un peu en arrière par rapport au thème de la journée mondiale. Ce thème, on a dit, c'est le diabète et la famille. Mais il y a 3 grandes orientations qui sont données par rapport à ce thème. C'est découvrir le diabète, c'est prévenir le diabète, et puis soigner le diabète. Et donc, on arrive à ce volet prise en charge, c'est ce que vous avez dit. Alors, la prise en charge du diabète, il faut se référer à son médecin. On peut donner des conseils généraux, mais la prise en charge du diabète se fait par le médecin. Et c'est parce que c'est le médecin, c'est individuel. La prise en charge est individuelle. Alors, quand on prend un diabétique qui doit être traité par l'insuline, par exemple, le diabète n'est pas comme un antibiotique, par exemple, on dit, voilà, la dose, c'est un comprimé 2 fois par jour, c'est un comprimé par jour, ou c'est un comprimé 3 fois par jour. L'insuline, chacun a sa sensibilité à l'insuline. Et donc, c'est par rapport à votre sensibilité, voilà, que le médecin va déterminer comment la dose. Votre organisme réagit. Voilà. Et c'est pareil chez l'adulte pour les comprimés. C'est la façon dont vous réagissez aux comprimés qu'il va déterminer la dose et les escalades thérapeutiques. Ok. Mais est-ce qu'on va guérir du diabète ou on va essayer de l'équilibrer? Pour répondre à Ricardo qui est préoccupé par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on guérit du diabète? Je dirais, on contrôle le diabète, mais on ne guérit pas du diabète. Et je vais être explicite. Alors, pour le diabète de type 2, pour le diabète de type 1, il ne faut pas en parler. Ça, c'est de l'insuline à vie. Pour le diabète de type 2, on a parlé tout à l'heure des comportements. Si vous êtes à un niveau pas encore très avancé, rien qu'en changeant de comportement, vous pouvez contrôler le diabète.
et ne plus du tout avoir de diabète. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. Parce que dans le comportement, ça peut revenir si en évoluant, vous changez de comportement et vous prenez de mauvaises habitudes, ça va revenir au galop. Donc on doit toujours faire attention. Contrôler. Une fois qu'on a été diabétique, même si on ne prend pas de médicaments, on doit faire attention à son comportement pour que ça ne revienne pas. Vous permettez, il y a une question d'un téléspectateur. Il demande, peut-on déclarer un patient qui se présente à la première consultation et dont le taux de sucre dépasse 1,5 g malade, ou il faut un autre suivi dans le temps? Alors, si c'est juste 1,26 g, on ne peut pas le dire tout de suite, il faut le contrôler. Par contre, un malade qui présente un des symptômes, c'est-à-dire il est fatigué, il a maigri, ou il fait pipi tout le temps, il a soif tout le temps, s'il vient, qu'on le fait un dosage de la glycémie, que sa glycémie atteint, pas à jeun, ça à n'importe quel moment, il a déjà des symptômes. Il vient à n'importe quel moment de la journée, on fait sa glycémie. Si ça atteint 2 grammes par litre, il est diabétique. Systématiquement. Oui. Il y a une par contre, à jeun, c'est la seule que j'ai pour par contre, à jeun, si on a un taux dépasse un peu 26 grammes par litre, il faut répéter au moins une fois avant de déclarer la personne diabétique. Alors moi, je voudrais parler maintenant de la prévention. Comment on fait pour prévenir le diabète de façon générale, puisque vous dites que nous sommes 100 fois, enfin, c'est 100%, non? 150%. Ah, 156%. 156%. Voilà. Comment prévenir? Je crois que c'est apparu dans nos discussions. Mais on va encore cristalliser ça dans la mémoire des téléspectateurs. Non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est le comportement. Et le comportement, j'ai dit, c'est à 2 niveaux. Il y a l'alimentation. Donc l'alimentation doit être équilibrée et saine. Alimentation équilibrée et saine, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos habitudes alimentaires, il faut manger moins sucré, il faut manger moins gras. En plus de ça, il faut se donner le temps de manger une certaine quantité de fruits et de légumes dans la journée. Ceci de façon régulière. Ça, c'est pour l'alimentation. Maintenant, pour un régime alimentaire, il faut le régime alimentaire individuel. Pour le diététicien, voir les habitudes alimentaires du sujet pour lui. Alors, il y a un reproche que beaucoup de gens font, plusieurs personnes font aux médecins. Je veux parler du glucose, de la perfusion glucosée qu'on met à un individu qui est supposé être, diabétique. La personne tombe en syncope ou, on dit perd la connaissance et puis on l'amène à l'hôpital et le premier geste du médecin ou des professionnels de la santé sera de lui injecter du glucose. Et là, c'est pour précipiter finalement, selon les personnes qui ne sont pas professionnels de la santé, c'est pour précipiter cette personne-là dans le coma. Et du coup, c'est un reproche qu'ils font souvent aux médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il peut arriver que des gens qui ne s'y connaissent pas fassent des erreurs. Mais si un médecin décide de faire une perfusion de sérum glucosé à un malade diabétique, c'est que forcément c'est justifié. Et je vais vous donner juste l'exemple par rapport à l'exemple que vous avez donné. Un diabétique qui brutalement perd connaissance et vient à l'hôpital, en fonction du traitement qu'il a, surtout s'il est sous insuline, la première chose à laquelle on pense, c'est le manque de sucre dans le sang. Hypoglycémie. Ça donne une perte de connaissance brutale. On peut le prouver tout de suite. Mais si on n'a pas les moyens de le prouver, la seule chose à faire, c'est de lui perfuser du glucose. Parce que si c'est cela, dans la minute qui suit, il se réveille. Vite fait. Voilà. Par contre, on peut être dans un coin où on n'a pas les moyens de faire la preuve, et puis vous avez un malade qui vient brutalement comme ça. Ce qui est conseillé, c'est de faire le sucre, parce que ça vous fait le diagnostic tout de suite.
Mais ce n'est pas cet excès de sucre que vous venez d'apporter là. C'est pas ça qui va tuer le malade. Voilà. Donc, ça ne tue en pas le fait, malade. Ça vous permet de faire le diagnostic, ce n'est pas le manque de sucre. Et vous réajustez tout de suite. La hantise des médecins, c'est de ne pas tomber dans l'hypoglycémie qui est beaucoup plus grave. Oui, l'hypoglycémie est grave parce que même si ça ne tue pas le malade tout de suite, si ça dure un certain temps, son cerveau est complètement détruit. Il n'y a plus rien à récupérer. Parce que c'est grave, hein? Ah oui, c'est pour ça qu'on ne laisse pas durer l'hypoglycémie. Si ça dure, ça détruit le cerveau. D'accord. Alors, merci beaucoup, professeur, mais je dois rappeler que demain, peut-être pour la journée proprement dite, vous aurez des conférences. Est-ce que c'est grand public? Oui, alors pour cette année, comme tous les ans, le Lions Club International organise des activités de lutte contre le diabète. Et dans ces activités, il y a un dépistage public. Parce que découvrir le diabète, c'est d'abord se faire dépister pour reconnaître qu'on est diabétique. Et c'est gratuit? Oui, le dépistage public est gratuit. Où? Et ça va se passer au niveau de la banque d'insuline, qui est une des œuvres des Lions Club du Bénin. Ça va se passer également par des Lions Club au niveau de l'esplanade du marché d'Antopa. Les Lions Club organisent également une activité de dépistage pour les élèves au niveau du CEG Entente. Oui, ça c'est où? Le CEG Entente, c'est... Comment je peux vous dire? C'est pas loin d'ici. D'accord. Voilà. Donc ce que j'aime... Non, il faut indiquer un peu. C'est sûr, quand vous prenez la voie de Figueroa, que vous arrivez à Djaha, vous longez les rails pour aller à Godomela. Ouais. D'accord, Voilà. c'est quelque part là. De toutes les façons, ceux qui sont dans l'environnement, dans l'entourage. Et puis, il va y avoir un dépistage aussi à Boumekalavi. Voilà, et c'est très important de se savoir diabétique et de prendre les dispositions afférentes. Vous avez parlé de conférence. Oui. On a une conférence grand public demain. Donc, c'est demain la journée, après-midi à 16h. À la banque d'insuline. D'accord. Donc, je vous inviterai à tout ça, surtout le dépistage dans les zones où on venait d'indiquer. Professeur, juste quelques 30 secondes pour répondre. Je sais que ça va être vite. 2 téléspectateurs qui demandent. Le premier, il dit, les fruits qui contiennent naturellement du sucre peuvent-ils entraîner le diabète? Alors, tous les fruits contiennent du sucre, ça n'entraîne pas le diabète. D'accord. Deuxième question, lui, je crois qu'il doit être un sportif. Il dit, est-ce qu'un vrai sportif, un joueur, est épargné du diabète? S'il n'était pas diabétique et s'il est joueur, il peut être épargné du diabète, mais la question subsidiaire, c'est qu'un diabétique peut être un grand sportif. Oui, parce qu'il y a l'autre diabète. D'accord. Parfois, on est maigre et puis on est Merci beaucoup, professeur. Professeur François Djololo, merci d'être passé. Merci à vous aussi. Merci à vous. Je vous en prie. Allez, juste après la santé, on va parler de l'environnement. On vous parle aujourd'hui surtout de la gestion des ordures ménagères dans nos communes. Un véritable casse-tête. Ça va être également le sujet de discussion tout à l'heure. Mais en attendant, Yemalin Tchoki reçoit pour nous le DST de la ville de Cotonou. Il y a donc cette alarme, je dirais, au niveau donc du procureur de la République qui décide de sanctionner tous ceux-là qui jetteraient donc des ordures un peu partout, notamment dans la ville économique à Cotonou. Je veux parler de Cotonou plus précisément. Alors, ce jour, William Tchoki se propose de nous parler donc de ces ordures ménagères et de ce que fait sans doute la mairie de Cotonou dans ce secteur. Est-ce que la mairie, visiblement, est passée à côté de la plaque, est passée à côté de ses responsabilités? On va poser la question au DST. William Tchoki, bonjour. Bonjour Ricardo Lepegou. Bonjour Serge Senadeyaka. Bonjour Yemalin. Bonjour. Ils ont résisté à toutes les réformes entreprises par les différentes mandatures à la tête de la mairie de Cotonou. Ils jonchent nos artères, les terre-pleins centraux et aussi les bas-fonds. C'est aujourd'hui une plaie béante pour la ville de Cotonou, la gestion des ordures ménagères. On en parle aujourd'hui avec M. Lambert Aïtiou. Il est le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou. Bonjour, DST. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui que la mairie a échoué en matière de gestion des ordures ménagères?
Aucunement. La mairie n'a pas échoué. La mairie a fait ce qu'elle doit faire, sauf que la population ne l'a pas accompagné. Vous ne pouvez pas dire le contraire, monsieur le DST. C'est normal que non, mais c'est évident que la mairie n'a pas échoué. C'est évident parce que la loi donne à la mairie certaines responsabilités et la mairie s'évertue à l'assumer chaque jour. Donc on ne peut pas dire que la mairie a échoué quand bien même ces derniers moments, ces derniers jours, le résultat laisse croire que la mairie ne fait rien. Oui, mais le résultat laisse croire que la mairie ne fait rien. Permettez, William Djoki, quand on fait un tour aujourd'hui dans la ville de Cotonou, on voit ces poubelles qui sont pleines, qui ne sont pas déversées, vidées, je dirais, et que les gens veuillent jeter leurs ordures et qu'ils ne trouvent pas des poubelles. Ils vont faire comment? La mairie est pourtant là et chaque fois, c'est la même rengaine. La mairie dit qu'elle n'a jamais échoué. Non, en fait, il y a une confusion sur l'utilisation des poubelles. Les poubelles ne sont pas mises dans les... ne sont pas déposées pour que les gens aillent déposer les déchets dedans. Okay. Les poubelles sont juste pour les utilisateurs passagers. Quelqu'un qui quitte, il va en ville, il achète du gâteau dans un papier, il a fini de manger, il jette son papier dans la poubelle. Quelle est la politique que la mairie, justement, met en place pour pouvoir régler cette question des ordures ménagères à Cotonou? Oui, justement, depuis un certain temps, depuis le début des années 2000, la gestion des déchets est organisée en 3 maillons. Et le premier maillon, c'est la précollecte. Et les tests sont clairs pour dire que quelqu'un qui produit du déchet chez lui se fait ramasser ces déchets-là par les structures de précollecte. Entre-temps, c'était des ONG. Aujourd'hui, ces ONG sont devenues des PME dans une réforme d'un projet qui vient de s'achever, le PIGEMI. Ces ONG sont devenues des PME. Et chaque ménage doit s'abonner à une PME, petite et moyenne entreprise, qui va ramasser ces déchets pour les convoyer vers les points de regroupement. Donc, jamais, ni les artères, ni les TPC, ni même les poubelles ne doivent être considérés comme les endroits où il faut prendre ces déchets de la maison pour aller les jeter. Alors aujourd'hui, le cas des maillons est défaillant DST de Cotonou. C'est la population, c'est la mairie, c'est les structures de précollecte. Où est la faute? Non, je reviens toujours pour dire que c'est l'incivisme, c'est la population, parce que celui qui ne se fait pas abonner à une structure de précollecte, il est d'abord défaillant, il est même... il tombe sous le coup de la loi. Il tombe sous le coup de la loi, il est en train de violer la loi, parce qu'il doit s'abonner. Ouais. Maintenant, si on quitte là et qu'on va au niveau, on voit par exemple celui qui est allé collecter les déchets dans un ménage et qui est en train de jeter les déchets sur les TPC ou sur les artères, on va dire que ça, c'est la structure de précollecte qui est défaillante. Et si quand cette structure n'a pas où déposer ces déchets? Non, pourquoi? C'est organisé de telle sorte que la structure de précollecte qui ramasse les déchets connaît là où il doit aller les déchets et là où il doit les déposer. Les points de regroupement, il y en a suffisamment. Oui. C'est pour suppléer au point de regroupement qu'il y a maintenant des bacs à certains endroits. Okay. Voilà. Mais parfois, ces structures de précollecte ont des motos presque branlantes qui ne peuvent même pas transporter autant de déchets qu'il le faut. Et parfois, ces déchets, quand on quitte la maison pour le lieu de regroupement, on les retrouve sur la voie. Oui, ça, c'est des petits dysfonctionnements. Quand on informe, quand on nous informe, on interpelle les structures, on leur demande de remplacer leur équipement. Et évidemment, pour les accompagner, il y a des projets aussi qui se chargent de leur offrir des motos, de leur offrir aussi des tricycles, des choses comme ça. Alors, quelle est aujourd'hui la quantité de déchets produite par la ville de Cotonou? Nous sommes autour de 800 tonnes. 800 tonnes? Oui. 800 tonnes. Quand on dit 800 tonnes, c'est ce que les populations dans leur maison, bien, il y a aussi les déchets qui viennent du marché d'Antokpa. Enfin, le plus grand centre de production sexuelle, vous dites souvent. Oui, le plus grand centre de déchets de production. Bon, pas le plus grand centre, puisque c'est proportionnel au nombre d'utilisateurs qui viennent, mais c'est vrai. Mais c'est l'ensemble en tout cas. C'est l'ensemble en tout cas, mais ce maillon est géré autrement. On peut peut-être y revenir. Est-ce que ce maillon, quelque part aussi, sa gestion n'empiète pas le bon fonctionnement de la gestion des déchets
dans toute la ville de Cotonou? Parce que souvent vous dites que vous, au niveau des populations, vous arrivez à gérer, mais à ce niveau, le problème n'est pas encore complètement trop solution. Oui, le problème n'est pas complètement sous contrôle, mais les discussions continuent. Les discussions continuent en ce sens que la SOGEMA a mis en place un dispositif pour gérer les déchets. Mais ce dispositif n'est pas totalement contrôlé par la ville. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais toutefois, on arrive quand même à harmoniser les points de vue de temps à autre. Ça veut dire que même si on arrivait à gérer même les déchets venant des maisons, le problème au niveau du marché d'Antokwa va tout le temps mettre à mal le processus. Non, parce qu'ils vont accompagner. S'ils savent que, aujourd'hui, vous savez, c'est toujours facile de pêcher en eau trouble. Puisque si je sais qu'il y a un problème de déchets partout, moi je peux profiter et ne pas faire évacuer mes déchets. On va confondre les déchets qui viennent d'ailleurs à mes déchets que j'ai produits. Mais si je sais que vous avez fait évacuer vos déchets, lui il a fait évacuer ses déchets, et on sait que automatiquement, si on trouve des déchets ici, là maintenant, on saura que c'est moi. Puisqu'on sait, on a contrôlé que vous avez fait évacuer vos déchets. Donc, ce qui est en train d'être fait actuellement, si nous maîtrisons les déchets produits par les ménages, il n'y a pas de raison pour que on ne maîtrise pas la gestion des déchets autour du marché de Nantokwa et dans le marché de Nantokwa. Alors, Diasté, on a vu quand même des capitales, enfin, dans la sous-région, où les gens sont arrivés à gérer. Ces capitales sont quand même plus grandes que la ville de Cotonou, la ville vitrine de notre pays, le Bénin, bien sûr. Mais ces gens arrivent à gérer les déchets. Pourquoi la mairie de Cotonou, jusque-là, n'a pas pu trouver de solution, ou bien ne peut pas aller copier ces exemples? Je ne veux même pas citer Kigali, qui est l'exemple la plus cité par tout le monde. Il y a d'autres villes. Je prends par exemple Dakar, à côté. Non, ce qui se passe au niveau de la gestion des déchets, c'est ce qui se passe habituellement au niveau du Bénin, de façon générale. Nous sommes souvent à l'origine des réformes, nous sommes souvent à l'origine de bonnes idées et que les gens viennent copier, et puis après, c'est eux qui sont les meilleurs. Et pourquoi ça ne reçoit pas chez nous ici? Non, je dis ça pour dire que la gestion des déchets, le principe de gestion des déchets qui existe aujourd'hui, c'est la ville de Cotonou, à commencer par le quartier Sainte-Rita, a été à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines capitales de la sous-région. Mais il se fait que quand le système est mis en place, lorsque vous lui permettez d'avoir une petite faille, alors les gens profitent. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, il est apparu que sur certains terre-pleins centraux et sur les artères, on a remarqué des déchets. On a remarqué des déchets, on demande à la structure de collecte, puisqu'il y a la structure de pré-collecte, il y a la structure de collecte. Donc, la structure de collecte qui doit aller ramasser les déchets au niveau des points de regroupement, de ramasser ces déchets qu'on a constatés. Mais ça, c'est une faute. Lorsque elle commence par ramasser, c'est fini. Les gens pensent que, alors, il faut aller jeter les déchets sur les TPC pour que la structure ramasse. Donc, et finalement, d'autres ménages qui s'étaient abonnés se désabonnent. Alors, DST, cela ne vous aurait pas échappé quand le procureur de la République en arrive à prendre une décision à ce niveau-là. Quelle est la responsabilité de la mairie de Cotonou? Est-ce à dire que la mairie, elle est passée justement à côté de sa mission? Parce que l'ordre vient maintenant du procureur de la République. Pendant ce temps, vous n'avez, excusez du peu, rien fait. Oui. Votre question me fait sourire simplement parce que... Ah bon? Oui, simplement parce que, vous savez, la loi dit, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Oui. Mais le garant de la loi, c'est qui? C'est les gens de la justice. Et pendant ce temps, la mairie est là pour sensibiliser. Ça veut dire que la mairie n'a pas pu sensibiliser jusqu'à ce que le... Non. La sensibilisation et la sanction, c'est deux choses différentes. On sanctionne, on sensibilise pour dire si vous faites ceci, vous serez puni. Et pendant qu'on est en train de sanctionner, il faut chercher les voies et moyens pour la punition. Et ceux qui peuvent punir, c'est au niveau de la justice. Vous ne répondez pas à ma question, DST. C'est pour cela que le procureur décide d'aider la ville
pour appliquer les sanctions. Parce que les sanctions